donc dans cet instrument. Donc la sonde Rosetta, il va nous présenter un petit peu l'histoire et puis les résultats actuels. Vous avez vu que c'était un succès mondial. Maintenant, on sait ce qu'est l'ESA. Avant, personne ne savait. Maintenant, quand on parle de l'ESA, on sait ce que c'est. Moi, j'étais aux États-Unis quand l'atterrisseur a atterri et les Américains étaient debout et ça y est, l'Europe a atterri sur une comète. Donc, pour une fois, l'Europe a devancé la NASA et on en est tous très heureux, avec en plus des choses absolument fabuleuses. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui a bien plus de choses intéressantes à raconter que moi. Merci d'être venu et merci à vous tous d'être aussi nombreux. C'est bon, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Comme Patrick l'a dit, je travaille avec les caméras Osiris. C'est un ensemble de 2 caméras qui sont sur la mission Rosetta et qui nous fournissent un peu toutes les fabuleuses images qu'on a pu voir de cette comète. Et donc, je suis ici pour vous parler un peu de Rosetta. Pas seulement de la comète, mais un peu de toute l'aventure Rosetta, de ce qui s'est passé un peu depuis le début de la mission et de tout ce qu'on a observé. Et bien sûr, vers les 2/3 du talk, on va rejoindre la comète et on va commencer à discuter de tout ce qu'on a observé sur cette comète. Et je vais essayer de vous parler un peu des premiers résultats scientifiques. Alors, j'étais pas trop sûr de l'audience, des gens qui allaient venir assister à cette présentation, donc j'ai essayé de garder le talk à un niveau assez général, pour que tout le monde puisse suivre, même si vous n'êtes pas familier des comètes et de la science qu'on fait avec Rosetta. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, si vous avez plus de questions sur les détails scientifiques, n'hésitez pas à m'interrompre ou à venir discuter avec moi. Je suis ici cet après-midi et puis demain toute la journée. Ok. Donc on commence avec quelques chiffres sur la mission Rosetta. C'est une mission qui a été lancée en 2004, il y a 10 ans. Une mission qui a voyagé 10 ans dans le système solaire. Et elle n'a pas fait 10 ans de voyage sans rien faire. Au cours de ces 10 ans, on a visité 2 planètes et demie et 3 astéroïdes. Alors, je vais revenir sur ça un peu plus tard, pour vous expliquer ce que ça veut dire. Et bien sûr, on a eu un rendez-vous avec une comète en août 2014. Et là, à l'heure actuelle, on est en orbite autour de cette comète, 67P Churyumov-Gerasimenko. Et on va rester en orbite autour de la comète jusqu'à au moins mi-2016 et peut-être même plus loin. Sur Rosetta, on a 11 instruments. Il faut savoir que c'est une mission qui est quand même assez énorme. C'est une des missions les plus ambitieuses, peut-être la plus ambitieuse de l'Agence spatiale européenne. On a 11 instruments sur l'orbiteur, plus un lander. Et sur le lander Philae, on a aussi une dizaine d'instruments. C'est une mission qui a coûté 1,4 milliard d'euros. Ça paraît énorme, mais ramener ça à la taille de l'Europe et puis à 15 ans de mission, c'est quelque chose comme 20 centimes par Européen et par an, donc c'est pas énorme. Surtout si on ramène ça aux Jeux Olympiques, par exemple, en Russie, qui ont coûté 50 milliards d'euros. Ils auraient pu financer plusieurs missions Rosetta. Et bien sûr, c'est une révolution scientifique, et je pèse bien mes mots, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Les données qu'on recueille à l'heure actuelle sur cette comète, c'est en train de complètement chambouler notre idée qu'on avait des comètes, et ça remet en question beaucoup des préconceptions qu'on avait sur ce genre d'objet. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va visiter une comète déjà ? On a cette idée que les comètes sont les témoins de la formation du système solaire. Ce sont des petits objets qui se sont formés au tout début de la formation du système solaire, qui sont formés loin du Soleil, qui contiennent de la poussière et des matériaux volatiles, de la glace, et qui n'ont pas beaucoup évolué depuis lors. Et ces objets, ils passent un certain temps de leur vie, une majorité de leur temps très très loin du Soleil, et seulement quand ils sont perturbés, ils vont se rapprocher du Soleil et avec la température commencer à fondre, à sublimer, à libérer toute cette chevelure de gaz et de poussière qu'on peut observer et à évoluer. Mais si on peut observer un objet, une comète qui est dans le système solaire depuis pas très longtemps, eh bien on a accès, en reconstituant sa structure et sa composition, on a accès à tous les processus de formation de ces objets, donc on peut remonter à l'histoire de l'origine du système solaire. Et les comètes sont aussi intéressantes parce que quand on étudie comment les planètes se forment, on a une bonne idée de comment on a formé des grains de poussière au tout début, et ensuite on a une bonne idée de comment on forme des planètes à partir d'astéroïdes ou de comètes, à partir d'objets qui ont déjà quelques kilomètres. On a un problème pour passer de poussière, pour passer d'objets qui font quelques mètres à des objets qui font quelques kilomètres. On ne comprend pas très bien comment ça se passe. Et les comètes, elles sont un peu entre les deux. Donc si on arrive à comprendre comment les comètes sont formées, en les analysant en détail, en ayant accès à leur structure interne, eh bien, on peut expliquer un peu le chaînon manquant dans toute cette histoire d'évolution des petits corps, en passant des poussières jusqu'aux planètes. Bien sûr, les comètes, on a aussi dit que c'était
peut-être la source de l'eau qu'on a sur Terre. Parce que bon, la Terre s'est formée très proche du Soleil et il faisait trop chaud pour vraiment conserver toute l'eau qu'on voit à l'heure actuelle sur notre planète. Donc la question est d'où vient l'eau? Il y a une des théories qui dit que l'eau sur Terre aurait pu être apportée par les comètes. C'est quelque chose qu'on essaye d'analyser principalement en regardant la différence de composition, de rapport entre les isotopes d'hydrogène et d'oxygène qu'on a sur les comètes et qu'on a dans les océans terrestres. Il y a un communiqué de presse aujourd'hui, apparemment, de la mission Rosetta, de nos collègues de l'instrument Rosina qui mesure le gaz, et qui nous disent que cette comète-là, ce n'est pas la source. Ce type de comète, ce n'est pas la source de l'eau qu'on a sur les océans terrestres, parce que le rapport entre le deutérium et l'hydrogène est beaucoup trop haut. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. Les comètes, si elles ont apporté l'eau, elles ont aussi pu apporter autre chose. Il se trouve que les comètes, elles sont très sombres, et il y a une des idées qui dit que si elles sont aussi sombres, c'est parce qu'elles sont couvertes de suie, elles sont couvertes de matériaux organiques, c'est-à-dire des molécules complexes de carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui sont peut-être les premières briques qui ont servi à fabriquer des protoacides aminés, des acides aminés, ensuite des protéines, et la vie telle qu'on la connaît sur Terre. C'est une des hypothèses qu'on essaie de tester avec Rosetta, avec tous les instruments qui mesurent la composition sur cet objet. Et enfin, une comète, c'est aussi un formidable laboratoire qui traverse tout le système solaire. Les planètes et les astéroïdes sont sur des orbites circulaires, donc ils restent toujours à la même distance du Soleil, alors que les comètes sont sur des orbites très elliptiques. Et elles vont de plusieurs dizaines d'unités astronomiques, plusieurs centaines d'unités astronomiques, jusqu'à très proche du Soleil. Et donc elles traversent tout le système solaire, elles traversent des régions complètement différentes. Et avec Rosetta, en suivant une comète depuis 4 unités astronomiques jusqu'à 1,2 unités astronomiques, ça nous permet aussi d'étudier ces différentes parties du système solaire et de voir comment la comète se comporte dans ces différentes régions. Revenons un peu sur les premières images in situ d'une comète. C'est des images qui ont été prises il y a une trentaine d'années par la sonde Giotto, qui a été la première sonde à ramener des images in situ d'un noyau cométaire. Elle a visité la comète de Halley. Où est-ce que j'ai le pointeur laser? Voilà. Elle a visité la comète de Halley et ramené ces images fantastiques. Et alors, une des grosses surprises avec cette comète, c'est que la surface est très sombre. On a quelque chose comme 4% d'albédo, donc ça veut dire qu'elle réfléchit que 4% de la lumière solaire qu'elle reçoit. On savait que les comètes, c'est des sortes de boules de glace et de poussière, et donc quand elles se rapprochent du Soleil, elles subliment, elles relâchent, la glace se transforme en gaz et s'échappe de la comète. On pensait que cette glace était distribuée un peu partout sur la surface. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas ici. On voit que cette comète est très sombre, on voit que l'activité est très localisée. On a moins de 10% de la surface qui est active. Il n'y a pas de glace en surface. Et toute l'activité, on voit, c'est ces sortes de jets de gaz et de poussière qui s'échappent un peu partout du noyau de la comète, mais toujours depuis des régions qui sont très localisées. C'est quelque chose qu'on a observé sur la comète de Halley il y a 30 ans, et 30 ans plus tard, on ne comprend toujours pas vraiment ce qui forme ces jets. C'est d'ailleurs un de mes sujets de recherche principaux. Donc ça, c'était une mission européenne. Après cette mission, on a visité en gros 5 comètes. La comète un peu loin a été visitée 2 fois. Donc on avait la mission européenne Giotto, et ensuite on a eu des missions américaines qui ont visité les comètes Ville 2, Temple 1, Borrelly et Hartley 2. Et toutes ces comètes, elles partagent plus ou moins les mêmes caractéristiques. Elles ont des noyaux qui sont très sombres, une activité qui est très localisée. Alors je ne sais pas si on voit ça clairement ici sur l'écran, mais il y a des sortes de petits jets de poussière ici. On voit ça très bien sur la comète Borrelly, on voit ça sur la comète Hartley 2, des jets de poussière et de glace. Au niveau de la morphologie de surface, les comètes se ressemblent quand même beaucoup. Vous avez des régions rugueuses et des régions qui sont plus lisses. On voit ça aussi sur Temple 1. On a des régions très rugueuses ici qui sont peut-être la source de ces jets de poussière qu'on observe. Et on a des régions qui sont complètement lisses. Alors bien sûr, chaque comète a ses propres spécificités. Il y en a qui ont un peu plus de glace, il y en a qui ont un peu plus de poussière. L'activité n'est pas distribuée de la même façon. Mais en gros, elles se ressemblent quand même beaucoup. Et ça nous pose un problème, parce que même si toutes ces missions, elles ont eu un grand succès et elles nous ont amené énormément d'informations, il y a quand même des grandes questions auxquelles on ne peut toujours pas répondre. Par exemple, les comètes, elles ont une densité qui est très très faible, genre 500 kg par mètre cube. Elles pourraient flotter sur nos océans.
qu'est-ce que ça veut dire sur la structure interne du noyau? Est-ce qu'on a quelque chose avec de la microporosité, c'est-à-dire des tout petits trous, un assemblage de poussières qui sont pas très bien attachées ensemble, un peu partout dans le noyau? Ou est-ce qu'au contraire, on a une croûte très solide et on a des gros trous à l'intérieur du noyau? En fonction de ces scénarios, ça a des conséquences complètement différentes sur la façon dont on a formé ces objets au départ. Et par exemple, sur la vitesse de collision entre les petits cométésimaux, les premiers objets qui se sont rentrés dedans et agglomérés pour créer les comètes qu'on voit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien. Beaucoup des comètes qu'on a observées sont des systèmes binaires. On a vu ça sur Hartley 2, on a vu ça sur Borrelly. À la comète de Halley, on ne le voit pas très bien sur cette image, mais c'est aussi un système binaire. Il y a une autre comète que je n'ai pas ici, c'est la comète Tuttle qui a été observée au radar et qui a aussi une forme complètement binaire. Est-ce que c'est parce qu'on a deux objets qui sont collés l'un à l'autre, ou est-ce que c'est parce qu'on a un objet, mais il y a eu beaucoup plus d'érosion sur une région principale, et après quelques milliers d'années, on voit seulement quelque chose qui ressemble à deux lobes? On ne sait pas. Ça aussi, ça a des conséquences sur les processus de formation. On sait que l'activité est très localisée sur tous ces objets, ce qui implique des différences assez importantes en termes de composition, de structure, de propriétés physiques de la surface, une grande hétérogénéité. Et quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Enfin, si la comète est formée de petits grains de poussière qui se sont tous agglomérés ensemble et de glace, pourquoi est-ce qu'on aurait des différences si grandes de composition d'un côté à l'autre du noyau? Les comètes, surtout quand elles sont proches du périhélion, elles émettent des tonnes d'eau par seconde. Mais il n'y a pas de glace en surface. On n'a jamais observé de glace à la surface d'une comète. Des fois, près du terminateur, sur le côté matin du noyau, on voit des dépôts qui ressemblent un peu à de la glace, mais c'est des mesures indirectes. On ne voit pas vraiment de glace en surface. Mais la glace, elle est forcément quelque part, puisqu'on voit toute cette eau dans la chevelure de la comète. D'ailleurs, en parlant d'eau, cette eau des comètes, elle n'est pas forcément compatible avec l'eau terrestre. Pour certaines comètes, c'est vrai, et pour d'autres, non. Donc, est-ce que les comètes sont la source de l'eau sur Terre? On ne sait toujours pas. Et enfin, il y a le problème des matériaux organiques, toutes ces substances noires qui couvrent les comètes, qui est noire comme du charbon et qui s'apparente un peu à de la suie à partir des premières mesures qu'on a. On a du mal à vraiment comprendre comment ça s'est formé. Et toutes ces questions, elles sont vraiment fondamentales si on veut remonter à l'origine du système solaire et aux conditions de formation de tous ces objets. Mais c'est difficile d'y répondre si on se contente de survoler une comète. Donc la seule façon de répondre à ça, c'est de rester à côté de la comète pour plusieurs mois et de suivre son évolution et de voir ce qui change sur la surface et de mesurer la composition et si possible atterrir et faire des mesures in situ, parce que c'est encore plus important. Et donc ça, c'est le concept de la mission Rosetta. Alors, Rosetta, vous avez sûrement déjà dû voir cette image, c'est quand même un vaisseau assez gros. La sonde en elle-même fait... La sonde en elle-même fait environ 2 mètres, c'est un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, avec des panneaux solaires de 15 mètres de chaque côté, donc c'est en gros 32 mètres. On a des panneaux solaires géants parce qu'on va être capable d'opérer à 4 unités astronomiques du Soleil, donc 4 fois la distance Terre-Soleil. Et en Europe, on n'utilise pas de propulsion nucléaire. On n'a pas de plutonium pour produire l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner tous les instruments. Donc on a dû développer des panneaux solaires très très efficaces pour être capable d'opérer aussi loin du Soleil. Bien sûr, ça pose des problèmes maintenant au niveau opérationnel parce que, vous imaginez, on est en train de voler dans un environnement qui est assez agressif, avec énormément de gaz et de poussière autour de la comète, et on se balade avec des voiles géantes de 15 mètres de long. Ça peut poser un problème, surtout quand on va se rapprocher du périhélion. Et comme je vous l'ai dit avant, on a 11 instruments sur Rosetta, plus un lander avec 10 instruments dessus. Quelques détails sur les instruments. Ici, vous avez le spectre électromagnétique et vous avez un peu les longueurs d'onde qui sont analysées par tous les instruments sur Rosetta. Et donc, ce n'est pas seulement des images. Vous voyez qu'on couvre une large fraction du spectre. On a des mesures qui vont des rayons X jusqu'au radar, aux ondes radio. Moi, je travaille avec Osiris, donc on est dans le visible, on déborde un peu sur l'infrarouge et sur l'ultraviolet. Vous avez Alice qui observe en ultraviolet, Virtis et Miro en infrarouge, et Concert qui fait de la tomographie avec des ondes radio, donc qui essaie de regarder à l'intérieur du noyau, de reconstruire la structure interne. Donc ça, c'est au niveau du domaine spectral.
dans le domaine spatial, les missions précédentes, elles avaient toutes plus ou moins la même résolution, environ 10 mètres par pixel sur leurs images. Nous, avec Osiris, on va jusqu'à 10 cm par pixel, mais il y a des instruments sur le lander qui vont à 1 mm, et vous avez ces instruments-là, COSIMA et MIDAS, qui sont des appareils qui collectent des grains de poussière sur l'orbiteur et qui ont des microscopes pour les analyser. Donc COSIMA, c'est un microscope normal qui regarde dans le visible, qui va jusqu'à 10 microns. Et MIDAS, c'est un microscope à force atomique qui va jusqu'à 0,1 micron et qui est capable d'analyser la structure détaillée de tout petits grains de poussière. Donc on va visiter une comète, mais on observe la comète à toutes les échelles. On va du kilomètre jusqu'au dixième de micron pour essayer de comprendre de quoi la comète est faite. On a aussi des instruments in situ qui mesurent la composition du gaz, la pression, la température sur la comète, qui font des chromatographies du gaz pour séparer le gaz en différents éléments et analyser toutes les molécules qui sont à l'intérieur de ce gaz. Vous avez des compteurs de grains de poussière qui mesurent les impacts sur le vaisseau et sur le lander. Vous avez des sismomètres qui mesurent les vibrations sur la surface, tout ça pour essayer de reconstruire la structure interne. Donc c'est vraiment toute une batterie d'instruments pour essayer d'en savoir le plus possible sur cette comète, essayer de tout comprendre, pour répondre à toutes les questions que les missions précédentes n'ont pas pu résoudre. C'est un peu un problème avec les missions européennes d'ailleurs, parce qu'en général, vous avez les missions américaines qui sont des missions un peu plus petites, avec moins d'instruments, mais c'est des missions qui sont moins chères, et ils peuvent en lancer 4 ou 5, alors que nous, il nous faut 10 ans pour avoir une grosse mission. C'est un peu une approche différente, mais les deux sont très complémentaires. Alors comment rejoindre une comète? Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, on ne veut pas faire un survol. On veut suivre la comète pendant toute son orbite. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette sur la même orbite qu'elle. Et c'est assez compliqué, surtout quand on a une orbite très elliptique comme ça. Et donc, il nous a fallu 10 ans pour rejoindre la comète, avec une orbite très complexe qui a survolé plusieurs fois la Terre, Mars, 2 astéroïdes. Et bien sûr, on ne voulait pas rester 10 ans sans rien faire. Donc à chaque fois qu'on a survolé un de ces objets, on en a profité pour prendre des images, faire des mesures avec tous les instruments et faire de la science. Donc je vais passer les quelques prochaines minutes à vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait pendant le voyage jusqu'à ce qu'on arrive à la comète. Et donc on commence en 2004 avec le décollage, avec la fusée Ariane 5 depuis Kourou, et un premier survol de la Terre. Alors je vous ai dit qu'on avait visité 2 planètes et demie. C'est parce qu'on est passé par la Terre, on est passé par Mars, mais quand on est passé par la Terre, on en a profité pour prendre des images de la Lune. Vous avez une image ici, on a actuellement beaucoup d'images de la Lune qui peuvent être utilisées, qu'on a utilisées pour calibrer nos instruments, pour tester le pointage du vaisseau, et aussi pour faire de la science. En 2007, donc après ce premier survol de la Terre, on va sur Mars. Alors je ne vais pas faire de la pub pour notre caméra, mais quand même, cette image de Mars, c'est l'image à plus haute résolution que vous pouvez avoir dans laquelle Mars rentre dans un seul champ de vue. Bien sûr, avec les vaisseaux qui sont en orbite autour de Mars, ils ont des images à plus haute résolution. Mais si vous voulez une image de la planète où toute la planète rentre dans le champ de vue, celle-là, c'est la plus haute résolution. Est-ce qu'il y a des Martiens ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur Mars? Ce cratère-là, c'est le cratère Gale. C'est là où le robot Curiosity a atterri l'an dernier, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et bien sûr, on a profité pour tester la caméra sur le lander aussi. Donc ça, c'est une photo qui est prise depuis le lander, qui est attaché à l'orbiteur. Vous voyez un des panneaux solaires de Rosetta, et vous avez Mars derrière. J'adore cette photo. Vu qu'on était autour de Mars, on en a profité, on avait ajusté l'orbite de façon à pouvoir aussi prendre des images de Phobos. Donc vous avez Phobos ici, vous avez l'ombre de Phobos ici sur la surface de Mars, et vous avez des images de Phobos. Alors j'ai qu'une image ici, mais on a observé Phobos, on a différents angles de vue, et en fait on a été capable de prendre des images en couleur de Phobos sur une région qui n'avait pas pu être observée, parce qu'à cause de l'orbite de Phobos et l'orbite des vaisseaux qui sont autour de Mars, ils voient Phobos toujours plus ou moins sous le même angle. Donc nous, on a pu observer une région qui n'avait pas encore été observée. Donc ça, c'est le premier astéroïde, si on peut appeler Phobos un astéroïde, parce qu'on n'est pas vraiment sûr. C'est le premier astéroïde qui a été observé par Rosetta. En 2007, deuxième survol de la Terre, et très belles images de la Lune. Et on se retrouve en direction de la ceinture d'astéroïdes, après le premier survol de la Terre. Et on passe près d'un tout petit objet qui s'appelle Steins,
qui a un diamètre d'environ 5 km, qui a une forme très particulière en forme de diamant. Et c'est une forme typique, si on en croit certains modèles, qui dit que certains objets, leur rotation est accélérée par un effet qui s'appelle l'effet Yorp, et ils vont tourner de plus en plus vite jusqu'à ce que la force centrifuge déforme l'objet, parce que c'est un objet c'est un rubble pile, c'est-à-dire un agrégat de matériel qui n'est pas très bien attaché ensemble et qui peut se déformer sous l'effet de la force centrifuge, qui est plus importante que la gravité parfois. Et vous avez du matériel qui peut se déplacer des pôles vers l'équateur et qui peut former cette espèce de cette forme de diamant qu'on observe. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez discuter avec Patrick Michel, qui est un des experts sur ce genre de sujet. Après Steins, on est revenu une dernière fois sur la Terre. Cette fois-ci, on a pris à nouveau des images, et encore des images de la Terre et de la Lune, surtout pour la calibration de nos instruments. Là, c'est l'Antarctique, ici. Et on se retrouve sur la trajectoire finale qui va nous amener à la comète. Mais en chemin, on croise un autre astéroïde, le troisième astéroïde qu'on visite. Et là, c'est un objet complètement différent. C'est plus un petit truc de 5 km, c'est un gros objet qui fait 120 km de long, le long de cet axe ici, et environ 100 comme ça, et 75 sur le troisième axe. C'est un objet qui est assez intéressant parce que Lutetia, ça a une densité beaucoup plus haute que d'autres objets qu'on connaît dans la ceinture d'astéroïdes, et ça nous laisse penser que Lutetia est peut-être différencié. Peut-être pas complètement, il y a peut-être certaines régions qui sont un peu plus denses que d'autres, qui contiennent plus de fer. C'est aussi possible que Lutetia soit un fragment d'une planète ou d'un objet beaucoup plus gros avant qui a été différencié. Il y a énormément de choses qui se passent sur la surface, on n'a toujours pas fini d'analyser toutes les données qu'on a récoltées de Lutetia. J'ai passé 2 ans à compter tous les cratères et à analyser leur morphologie. Il y a des choses très bizarres qui se passent. On a tout un tas de flots granulaires. On a des avalanches qui se produisent sur Lutetia qui créent ce genre de... On ne le voit plus ici. Il y en a une ici très proche du pôle Nord, où vous voyez tout un flot de matériel qui est parti de ce cratère-là et qui est descendu au fond d'un cratère un peu plus gros. On observe des cratères qui se sont déformés lors de leur formation, qui n'ont pas du tout une forme circulaire, mais qui ont une forme très, très elliptique avec des côtés très différents. On a une morphologie de surface super complexe avec plein de linéaments et de fractures qui sont probablement reliés à des impacts géants, comme celui qu'on voit, ici à droite. On a un impact géant ici, on en a un gros ici, et on pense qu'il y en a un de l'autre côté, qu'on n'a pas observé avec Rosetta, mais qui a plus ou moins été observé avec des télescopes terrestres. En passant, une des toutes premières images qu'on a prises en approche, vous voyez, il y a quelque chose ici. Si je zoome dessus, c'est Saturne. C'était pas du tout prévu, mais c'était pas mal quand on a vu ça dans les images. C'est pas un ovni, c'est pas un artefact, c'est vraiment Saturne qui est très très loin, mais qui est dans le champ de vue de notre caméra. En 2011, on met Rosetta en hibernation, parce qu'on est à 4 unités astronomiques, on a atteint la limite de la performance des panneaux solaires, et on ne peut plus opérer le vaisseau. Et donc la seule chose qui fonctionne dans Rosetta, c'est une petite horloge qui est chargée de réveiller le vaisseau 3 ans plus tard. Il faut savoir que pendant 3 ans, on n'a aucun contact avec le vaisseau. Donc on sait sur quelle orbite il est, on l'a fait tourner sur lui-même pour qu'il conserve son orientation, pour que quand il se réveille, l'antenne soit toujours plus ou moins pointée sur la Terre. Mais 3 ans plus tard, on sait que l'horloge est censée réveiller Rosetta. Le vaisseau doit arrêter sa rotation, regarder où il est par rapport aux étoiles, se tourner vers la Terre, au cas où, et nous envoyer un signal, ça y est, je suis réveillé. Donc c'était un peu stressant. Mais 3 ans plus tard, on reçoit le signal, c'était au mois de janvier cette année, et ça y est, Rosetta est réveillée, et on peut commencer la partie principale de la mission. Et donc on est un peu plus de 4 unités astronomiques. Alors bien sûr, on n'a pas énormément d'électricité, c'est très difficile de communiquer avec le vaisseau parce que c'est loin, mais on commence à prendre des observations et à essayer de trouver la comète. Est-ce que la comète est toujours là? Parce qu'à ce moment-là, la comète était aussi très loin du Soleil et plus visible depuis les télescopes terrestres. Et donc on commence avec les premières observations, et ça c'est une image. Alors on a 2 caméras avec Osiris, on a une caméra avec un angle large qui fait 12 degrés et une caméra avec un angle plus petit de 2 degrés seulement. Donc ça c'est l'angle large, c'est la WAC, Wide Angle Camera,
et l'autre c'est la NAC, Narrow Angle Camera. Et ça c'est une vue de la WAC. Et bon, vous voyez, le champ, s'il y a des astronomes ici, le champ est assez dense, il y a des étoiles partout, et la comète elle est quelque part au milieu. Alors c'est pas ça c'est un amas globulaire. Vous ne voyez pas la comète sur cette image. Alors je vais vous montrer le rectangle ici, ça correspond au champ de vue de la NAC, plus ou moins. C'est ce qu'on voit sur l'image suivante. Donc ici, vous voyez à nouveau cet amas globulaire, qui est une très belle image. Et ce petit point ici, c'est la comète. C'est juste le noyau de la comète parce que la comète n'est pas encore active. Et ça, c'est une observation qui a duré une dizaine d'heures, parce qu'on ne résout pas encore le noyau de la comète à cette distance-là. On est à 5 millions de kilomètres. Donc on prend plein d'images qu'on aligne ensemble, et ça, c'est la somme du signal qu'on obtient. Et comment on sait que c'est la comète? On suit cet objet, et on voit qu'il se déplace. Et petit à petit, quand on va de 5 à 2 millions de kilomètres, vous voyez, la comète elle commence à développer de l'activité. Vous voyez, regardez les dernières images. Voilà. Alors bien sûr, on ne fait pas que prendre des images à ce moment-là. Ça nous a aidé pour la navigation, pour être sûr que la comète était à l'endroit où on s'y attendait, et que le vaisseau était aussi là où on s'y attendait. Mais en fait, à chaque fois qu'on prend des images, c'est pendant 12 heures, on prend une image toutes les 20 minutes, et on mesure la luminosité, la magnitude de la comète, et on reconstruit ce qui s'appelle des courbes de lumière. C'est-à-dire qu'à moins que votre objet soit une sphère parfaite, comme il tourne sur lui-même, et qu'il a une forme un peu compliquée, vous voyez une surface différente de l'objet, à tous les 10 degrés de rotation. Et donc, la quantité de lumière qu'on reçoit, c'est une fonction de la forme de l'objet et de l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à l'observeur. Et donc, en analysant ça, on peut reconstruire la période de rotation de la comète, et on peut aussi regarder un peu la forme, si on a assez d'observations. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont des observations qui vont de mars jusqu'à juin, et elles tombent toutes sur la même courbe. Donc ça veut dire qu'on a une rotation qui est très très stable sur cette comète. Ce n'est pas du tout excité comme on a pu voir sur d'autres comètes des fois, où l'axe de rotation bougeait beaucoup. Non, ici c'est très stable. On a une période de 12,4 heures, qui est très proche de la période qui avait été déterminée à partir d'observations terrestres. Donc la comète, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on l'a observée. On a une bonne idée de l'axe de rotation. Et sa taille, c'est plus ou moins la même. On ne connaît pas encore sa forme, mais on sait que ça fait en gros 5 km de diamètre. En plus de regarder le noyau, on commence aussi à regarder l'activité, à essayer de caractériser cette activité pour notre propre science, parce qu'on veut savoir quand est-ce que la comète commence à devenir active, mais aussi pour planifier les opérations, parce que si la comète est trop active, on ne peut pas s'en rapprocher trop près, parce que ça devient dangereux pour le vaisseau. Donc ça, c'est une image prise à la fin du mois d'avril, et vous voyez ici que la comète a développé toute une sorte de coma de poussière. On ne voit pas de gaz encore à ce moment-là, c'est que de la poussière. Et ça, c'est un peu surprenant, parce que les comètes, elles sont principalement faites d'eau. Et l'eau, en général, elle commence à sublimer à 3 unités astronomiques, 2,8 unités astronomiques. On sait que les comètes peuvent être actives beaucoup plus loin, parce qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi du CO2, il y a d'autres glaces qui sont capables de sublimer à des températures beaucoup plus basses. On s'attendait à ce que la comète devienne active à ce moment-là, mais quand même, elle paraissait beaucoup plus active que ce qu'on avait prédit, ce qui était un petit peu inquiétant. Et donc, on a regardé les détails, et là, c'est à nouveau une courbe de lumière, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un point toutes les 20 minutes, vous avez un point par jour, ou même pour une durée de temps un peu plus longue, où on a intégré toute la lumière qu'on reçoit. Donc vous avez, en gros, c'est la luminosité moyenne de la comète. Et donc vous voyez, c'est plus ou moins constant. Donc ça, c'est la luminosité du noyau tout seul, sans activité. À la fin du mois d'avril, d'un seul coup, on a un changement très rapide de luminosité, suivi d'un déclin graduel. Et ensuite, on revient plus ou moins aux valeurs précédentes. Et ensuite, à la fin du mois de juin, ça commence à monter. Cette montée ici, ça correspond à un développement d'activité normale pour une comète. Ça, non. Et ça, en fait, ce qu'on appelle un outburst. C'est une sorte d'explosion. C'est pas encore très bien compris comment ça se passe. Il y a plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer ça. Mais en gros, d'un seul coup, une partie de la comète explose et relâche un gros nuage de poussière qui s'étend autour de la comète et qui réfléchit beaucoup plus la lumière que le noyau tout seul, parce qu'on a une surface beaucoup plus grande. Et donc, ça crée
ce pic de luminosité. Et ensuite, ce nuage de poussière, il s'échappe jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le visualiser avec nos instruments. Ce pic ici, ça correspond à environ 100 tonnes de poussière éjectée de la comète. C'est un volume de 250 mètres cubes. Ça doit faire à peu près la taille de cette pièce, en gros. Donc, ça paraît dramatique, mais en fait, ce n'est pas si énorme que ça. Et ensuite, vu que la comète est redevenue normale, entre guillemets, retour à l'activité normale, bon, ben, tout va bien. Par contre, on essaie toujours d'expliquer ça. Alors, c'est un peu... c'est quasiment impossible d'expliquer ça avec de la glace d'eau seulement. Donc, c'est probablement dû à la sublimation d'autres espèces, comme de la glace de monoxyde de carbone, de CO2, ou d'autres effets, comme des transitions de phase entre différents types de glace. On peut en discuter après, si ça vous intéresse. Au début du mois de juillet, on commence à résoudre la comète. C'est-à-dire qu'elle fait juste 2-3 pixels dans nos images. Et on voit cette sorte de forme de patate ici, un petit peu irrégulière, mais bon, c'est plus ou moins sphérique. Il faut savoir que quand on était dans cette phase de la mission, au mois de juillet et d'août, on a reçu pas mal de lettres, parfois même des lettres d'insultes de gens qui nous disaient « Pourquoi vous ne nous montrez pas plus d'images de la comète? On veut voir plus d'images. » Mais on n'a pas plus d'images que ça. On est encore très loin de la Terre, et on n'a pas beaucoup d'électricité, et on n'a pas beaucoup de bandes passantes et de quantité de données qu'on peut transmettre. Et donc, on fait ce genre de film pour regarder la rotation de la comète seulement une fois tous les 15 jours. Et à partir du mois de juillet, ça devient une fois toutes les semaines. On n'a pas d'images. Donc à chaque fois, pour nous, c'est une surprise, parce que d'une série d'images à l'autre, on s'est beaucoup rapproché de la comète et on a un gain de résolution qui est assez important. Donc ça, c'est le 3 juillet, à 40 000 km. Le 10 juillet, à 37 000 km, ben, la patate, elle commence à avoir une drôle de forme. Est-ce qu'on a un noyau un peu allongé? Est-ce qu'on a 2 lobes? Est-ce qu'on a 3 lobes? On commence à se poser beaucoup de questions dans l'équipe. Et les gens du lander commencent à paniquer un petit peu. Le 14 juillet, ça c'est une image, c'est un zoom, donc il y a beaucoup d'interpolation. Donc toutes les choses qu'on voit sur la surface, elles ne sont pas vraies. C'est un effet d'interpolation, mais la forme, elle est réelle. Là, nous, on commence à être contents. Ça, c'est quelque chose qui a l'air très intéressant. Et les gens du lander sont très paniqués. Donc vous voyez, on a 2 lobes, des gens qui commencent à dire que ça ressemble à un canard de bain, un petit peu. Et c'est resté. Donc on continue à appeler ça la tête de la comète, le corps de la comète et le cou de la comète entre les deux. C'est un moyen assez pratique de décrire ce qu'on voit. Le 24 juillet, cette fois-ci, on commence à résoudre des choses sur la surface. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'interpolation, il n'y a plus de zoom, là c'est la taille réelle. Il y a clairement 2 lobes. Est-ce qu'on a 2 objets qui sont collés l'un à l'autre, ou est-ce que c'est dû à l'érosion? On ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Les 2 hypothèses sont totalement valables. On n'a pas assez de données pour infirmer l'une ou l'autre des hypothèses. On commence à voir des variations d'albédo et de morphologie. La comète est très sombre, hein, c'est toujours 4% d'albédo. On voit des sortes de cratères ou de dépressions sur la surface. On voit que ça a une forme très, très irrégulière. Et il y a des régions qui apparaissent beaucoup plus brillantes que d'autres. Il faut savoir qu'ici, on a un angle de phase qui est très proche de 0, donc on a le Soleil juste derrière nous, donc ça a tendance à exagérer les variations d'albédo. Donc ces régions sont plus brillantes que d'autres, mais le changement entre les deux n'est pas dramatique, c'est peut-être juste quelques pourcents. Le 2 août, on arrive à 1000 km. Et là, cette image, elle est particulièrement intéressante, parce que ce qu'on voit ici, c'est une résolution comparable aux missions précédentes. On est à environ 10 mètres par pixel. Et je vous montre 2 autres comètes. Vous avez Ville 2 ici et Temple 1 ici. Et vous voyez que ce n'est pas très différent. On a le même type de morphologie, à nouveau. On a des régions rugueuses, on a des régions toutes lisses. On a un peu de variation d'albédo, un peu de variation de couleur, mais ce n'est pas dramatique. Hein. C'est un peu comme ce qu'on a vu sur les autres comètes. On a une forme bilobée, on a ces 2 lobes. Ok, sont un peu agencés de façon particulière, mais ce n'est pas forcément une surprise non plus, puisqu'on a déjà vu ça sur Borrelly, sur Hartley 2, sur Total. Donc on se dit, bon, bah, c'est une comète un peu comme les autres. On va avoir la chance de l'étudier en détail, mais il n'y a pas de surprise jusqu'à maintenant. Et alors, il faut savoir que là, on est à 1000 km,
et que nous, quelques jours plus tard, on prend le train pour aller à Darmstadt, au centre de contrôle de la mission, parce qu'on va se mettre en orbite autour de la comète le 6 août, et on va être à 100 km. Donc on a un facteur 10 en résolution. Mais jusqu'au jour de mise en orbite autour de la comète, nous, on n'a pas d'autres images. Donc on va découvrir les images qui vont être montrées à tout le monde le matin même pour les montrer l'après-midi. Et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On sait, bon, on va voir ça avec une résolution meilleure, mais on se dit, bon, ok, on va avoir des régions qui vont être très lisses, des régions très rugueuses, mais c'est plus ou moins la même chose. Et le 6 août, voilà ce qu'on voit. On se retrouve avec cette image. Et pour rendre justice à cette image, je crois que je vais passer en plein écran maintenant, pour que vous voyez vraiment ce qui se passe. Le changement de résolution de début août jusqu'à cette image au 6 août, le facteur 10, ça change complètement notre vision des comètes. Cette fois-ci, c'est plus du tout ce qu'on avait vu sur les missions précédentes. Alors bien sûr, on a toujours des régions lisses et des régions rugueuses, mais au milieu de la région lisse, il y a tout un tas de blocs. Certains ils font plusieurs mètres de taille. On a des trous énormes sur la comète. On a des plateaux comme ça, on ne comprend pas très bien. On a des falaises qui font jusqu'à 200 mètres de haut, qui sont complètement alignées par rapport au vecteur gravité. Donc ça, c'est un mur vertical, c'est une vraie falaise. Vous avez des sortes de dépôts de matériel, de poussière un peu partout sur la surface, mais qui s'arrêtent parfois de façon très abrupte. Et vous avez une région ici où il n'y a pas du tout de poussière, où on a des sortes de linéaments un peu partout. On a une surface qui est très accidentée, qui est très rugueuse, et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait pu voir avant. Et tout ça, c'est grâce à la résolution. Et là, on est à 1 mètre par pixel, mais on descend jusqu'à 10 cm par pixel avec nos caméras. Et donc, rien que cette image, à partir du moment où on a ça, Rosetta, c'est déjà un succès pour nous. Parce que rien qu'avec ça, on est en train de remettre en question tout un tas de paradigmes sur la formation des comètes, sur la structure de leur surface, sur leur évolution. On ne forme pas du tout de la même façon ce genre de structure ici que ce genre de surface très plate. On a tout un tas de flots granulaires sur la surface qu'on ne comprend pas. Il y a énormément de science rien que dans cette image seulement. Je vous en montre une autre. Donc, l'autre image, elle regarde de ce côté-là, ici. Donc, le dessous de la comète. Et vous voyez ici, à nouveau, on a une région lisse qui transitionne dans une région plus rugueuse où on a des sortes de cratères. Enfin, j'appelle ça cratères, c'est des dépressions circulaires, disons, parce qu'on ne sait pas du tout si c'est des cratères reliés à des impacts. Probablement non, c'est plutôt relié à des processus d'évolution de la comète avec des sortes de mini-explosions et du gaz et de la poussière qui s'échappent du sol. Vous avez tout un tas de structures circulaires qu'on n'explique pas encore très bien. Vous avez des blocs qui font la taille d'une maison. Vous avez des sortes de... Alors ça a l'air d'être une fracture. En fait, c'est une sorte de petite falaise qui fait quelques mètres d'eau. Vous avez des choses, on va regarder ça d'un peu plus près, qui ressemblent à des dunes. On n'a pas de processus éolien sur la surface de la comète, il n'y a pas de vent. Au moins pas de vent latéral. Du moins, c'est ce qu'on pense. Donc comment est-ce qu'on forme des choses qui ressemblent à des dunes? On ne comprend pas très bien. Donc pour nous, ça veut dire qu'on commence toute la partie cartographie au niveau géologique. On essaie d'identifier différentes régions sur la comète. On essaie de tracer des frontières entre différentes régions. On essaie de définir des unités géologiques qui partagent plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et on leur a donné des noms. Donc tous ces noms, c'est des dieux égyptiens, des dieux féminins pour la tête et masculins pour le corps. Et c'est ce qu'on utilise à l'heure actuelle pour décrire la comète un peu partout, parce que bon, l'analogie avec le canard, ça va un moment, mais on a besoin d'un peu plus de noms pour pouvoir décrire toutes les régions. Et chaque région a des propriétés géologiques vraiment très particulières. Donc vous avez par exemple Maat et H qui sont couvertes de poussière. Vous avez Atmeit ici, qui ressemble pour nous à un cratère d'impact. Vous avez une région qui est... le matériel a l'air d'être compacté, il a l'air plus dense, l'inertie thermique est plus grande que dans d'autres régions. Il y a beaucoup moins d'activité de cet endroit. À l'heure actuelle, on pense que le lander est quelque part par là. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. On était censé atterrir de l'autre côté, mais c'est possible que le lander ait sauté jusqu'à ici. Et bien sûr, faire toute cette cartographie géologique,
ça pose pas mal de problèmes parce que on est sur une comète et la physique, la formation de ce qu'on voit sur la comète, c'est complètement différent de ce qu'on voit sur une planète où il y a de la gravité, où on a des roches. Ici, on est quand même sur un objet qui a cette densité de 400-500 kg par mètre cube. On a du mal à expliquer ces objets. Donc tout ça, ça ressemble à des rochers, par exemple, mais ce n'est pas des rochers. On ne sait pas vraiment ce que c'est encore à l'heure actuelle. Ils ont une forme très bizarre, ils sont fracturés. On est obligé d'inventer un nouveau vocabulaire pour essayer de décrire ce qu'on voit, parce que des fois, l'analogie avec ce qu'on fait en géologie terrestre ou martienne, par exemple, ça ne fonctionne plus. On va zoomer, par exemple, sur ce rocher ici. Celui-là, on l'a baptisé Khéops. C'est un de nos points de référence sur la comète. Et donc, vous voyez, rien que ce rocher, ce bloc lui-même, il y en a pour plusieurs mois d'analyse pour vraiment comprendre ce qui se passe ici. Donc, vous voyez, il est fragmenté, plus ou moins. Vous avez ces sortes de striations un peu partout. Il y a des variations d'albédo au sein d'un même bloc. Il semblerait qu'il y ait des choses qui tombent du bloc, et on a des sortes de trous ici aux alentours, comme s'il y avait du matériel qui était tombé, qui avait un peu impacté aux alentours du bloc. Vous avez ces dunes un peu, vous avez ces variations de topographie sur cette région qui a l'air très lisse. Ça ressemble à de la poussière, mais en fait, c'est peut-être pas vraiment de la poussière, c'est peut-être des blocs qui font quelques millimètres à quelques centimètres. Je vais vous montrer une autre image plus loin. L'échelle, ça, c'est 15 mètres, je crois. La résolution, ici, on est à 30 cm par pixel. Et donc, voilà, on a tout un tas de processus physiques qui créent ce genre de choses qu'on ne comprend pas très bien à l'heure actuelle. Et on ne sait pas, par exemple, si ce rocher, est-ce qu'il est tombé de quelque part, est-ce qu'il a été éjecté d'un autre endroit de la comète? Est-ce qu'il était là déjà et il est plus ou moins couvert par de la poussière? Ou est-ce qu'au contraire, il était enterré et il remonte à la surface? Ou alors il apparaît parce que toute la plaine autour est en train d'être érodée par l'activité? Il faut savoir que cette région, elle n'est pas active à l'heure actuelle. La plupart de l'activité, elle vient... Je vais vous montrer une autre image plus tard, mais elle vient du cou ici, du canard, de la région Hapi. On avait une idée de comment l'activité est distribuée sur la comète à partir d'analyses terrestres, avec des observations depuis le sol sur lesquelles on pouvait résoudre ces jets de poussière, mais à très grande échelle. J'ai développé un modèle qui permet d'inverser ces jets et de les relier à la surface du noyau, à partir des observations terrestres, et aussi à partir des observations in situ, bien sûr. Donc si on regarde les observations terrestres, on savait qu'on avait une région active qui était proche du pôle Nord. Le pôle Nord est ici, et donc ça correspond à ça. On sait que quand on se rapproche du pérhélion, on a une région qui est très active, qui est assez large et qui est proche de l'équateur. Moi, je pense que c'est celle-là. Ça correspondrait parfaitement avec mes prédictions, mais on ne sait pas encore, parce que pour l'instant, on est encore trop loin du Soleil. On devrait voir cette région devenir active dans les mois à venir. Et donc, c'est possible que l'activité explique pourquoi on a tout ce matériau ici, comme de la poussière, tous ces dépôts de poussière qui couvrent un peu toute la topographie. Bien sûr, on ne fait pas que prendre des images de la surface. On a les deux caméras, qu'on a un angle de vue très petit pour la surface, un angle de vue très large pour regarder l'activité. Donc en parallèle, on a toujours des images sur lesquelles on surexpose le noyau pour regarder les structures les plus fines qu'on peut voir dans la coma. Donc vous avez de la poussière et du gaz un peu partout. Ça, c'est un artefact de la caméra, c'est une image fantôme, donc n'y prêtez pas attention. Mais ici, vous avez ce jet de poussière très fin qui semble venir de la nuque, la région de la nuque, donc la région qu'on appelle Hapi. Et ça correspond aussi au maximum d'émissions d'eau qui est détecté par des instruments comme Rosina qui mesure le gaz à l'intérieur de la coma, ou Miro qui est un instrument qui observe en millimètres et en sous-millimètres et qui aussi mesure la quantité de gaz tout autour de la comète. Donc on regarde ça à différentes échelles. Donc ici on est encore assez loin. Là on a une image beaucoup plus proche. Alors, je ne sais pas si c'est très clair sur l'écran, mais vous voyez qu'avant on avait un seul grand jet de poussière. Maintenant si on regarde les détails, on voit que ce jet de poussière il est fait de plein de petits. En fait on peut descendre jusqu'à la résolution des images. On trouve des jets de poussière qui font juste 1 ou 2 mètres de large. Et un des gros travaux qu'on fait à l'heure actuelle, c'est tracer tous ces jets sur la surface
à partir d'observations avec différents angles de vue, reconstituer la structure tridimensionnelle de ces jets de poussière. On les relie à certaines régions sur la surface et on regarde en détail les variations de morphologie, de composition, de propriétés physiques à cet endroit pour essayer de comprendre vraiment quel est le mécanisme qui crée ces jets. Parce que ça fait 30 ans qu'on voit ces trucs-là et on ne les comprend toujours pas. Maintenant, on veut vraiment mettre l'accent sur ça et essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'activité elle est comme ça et pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste du gaz qui est relâché d'un peu partout de façon gentille. Pourquoi on a ces gros jets qui sortent de cette région-là. Ça, c'était une image au mois de septembre. À l'heure actuelle, on commence à avoir de l'activité jusqu'ici et aussi sur la tête. En particulier, ici, on a une région où il y a 2 gros jets de poussière qui sont émis et qu'on essaie d'expliquer. Alors, il faut savoir que même si on a beaucoup d'images jusqu'à ce moment-là, et qu'on a fait de la science, bien sûr, pour l'Agence spatiale européenne, on n'est pas encore dans la phase scientifique de la mission. On est ici seulement en phase opérationnelle, et toutes les observations doivent être prises en support de l'atterrissage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur le pointage, on n'a pas de contrôle complètement sur la quantité de données qu'on peut transmettre. On veut cartographier la surface et choisir le meilleur site d'atterrissage. C'est seulement à partir de maintenant que le lander a été déposé sur la surface que les scientifiques, comme moi et mes collègues, peuvent prendre le contrôle du vaisseau et enfin décider où est-ce qu'on veut pointer, qu'est-ce qu'on veut observer. Et donc là, vous avez une image du site d'atterrissage qui a été sélectionné pour le lander. C'est un site qui est plus ou moins plat. Alors, il y a quand même pas mal de topographie, hein. Vous avez aussi des falaises qui font quelques dizaines de mètres. Il y a beaucoup de poussière. Enfin, je dis poussière, ça veut dire quelque chose qui apparaît lisse à la résolution de nos images, en quelques dizaines de centimètres. C'est plat par rapport à la gravité. Il n'y a pas trop de rochers ici. Donc c'est un endroit qui paraît bien pour le lander. Si on a une bonne couche de poussière, le lander il devrait se poser là et s'enfoncer un petit peu et y rester. Une des dernières images prises par le lander, juste quelques jours avant la séparation, on voit à nouveau un des panneaux solaires, on voit la comète, on voit même un peu d'activité de la comète. Et là on est à une vingtaine de kilomètres du noyau. Et donc le 12 novembre, on commence la descente. Ça c'est une image que vous avez tous vue, je pense, en ligne. Le lander a pris une photo de nous, et nous on a pris une photo de lui juste après la séparation. J'ai pas l'image prise par le lander, mais on voit Rosetta. Je ne sais pas si cette image a été publiée. Donc vous voyez le lander, vous voyez les antennes, je crois que c'est pour le magnétomètre. Vous voyez les pieds, les 3 pieds du lander, et ce truc-là ici, si je ne me trompe pas, c'est l'instrument qui permet de forer la comète et de récupérer des échantillons. Et donc ça, c'est une image. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi le lander pendant toute la descente. C'est bien pour expliquer aux gens ce qu'on fait, mais c'est aussi bien pour nous, pour la science, parce qu'on peut modéliser ensuite très précisément la trajectoire du lander, et on est en train d'essayer d'utiliser ça pour avoir une mesure du champ gravitationnel de la comète et étudier ses variations. Parce qu'on a cette forme très particulière, on a des grosses variations de gravité d'un endroit à l'autre. Et ça se ressent sur la trajectoire du lander. Et là, c'est la trajectoire... Enfin, ça, c'est pas la trajectoire, c'est juste une vue d'artiste, mais ce sont toutes les images du lander qu'on a prises. Je vais vous montrer des zooms. Donc, à partir de 10 h du matin, vous avez la première image après séparation. Et ensuite, le lander s'éloigne et descend sur la comète. Donc, vous pouvez voir, on arrive à résoudre la forme du lander dans presque toutes les images. Il tourne sur lui-même, c'est normal. Et il descend vers la comète. À partir de 14h, 14h30, la comète entre dans le champ de vue de notre caméra. Et donc on se retrouve avec en même temps le lander et la comète. Parce qu'on connaît parfaitement la masse du lander, sa vitesse, et donc avec ça, on est en train de travailler sur la modélisation de ces cratères d'impact. Et ça nous permet d'avoir accès aux propriétés physiques de la surface, définir la force de la surface, la structure mécanique, la taille des grains et tout ce genre de choses. Donc scientifiquement, pour l'orbiteur, c'est génial. Pour le lander, un peu moins. Et donc, comme je vous l'ai dit, maintenant que le lander est posé quelque part, on rentre dans la phase scientifique de la mission. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est nous qui prenons le contrôle du vaisseau, plus ou moins.
on a plus de flexibilité sur les orbites qu'on peut faire. Donc on va plus être... Là, on était dans les orbites circulaires, on va rester dans les orbites circulaires jusqu'à début janvier. Ensuite, on passe sur toute une série de flyby, où on va jusqu'à 8 km de la surface, peut-être même un peu plus près, et ensuite on repart à 200 km. Et donc ça va nous permettre... ces survols, ils sont ciblés hein, sur des régions particulières, donc on peut observer l'activité de très loin, avoir tous ces jets de poussière à différentes échelles, et si on est sûr qu'une région est particulièrement active, on va s'en rapprocher le plus près possible et l'analyser en détail. Bien sûr, on a quand même récolté des tonnes de données qu'on est en train d'analyser et écrire les premiers papiers. On va suivre la comète jusqu'au périhélion, donc à 1,2 unités astronomiques. C'est ce qu'on va rejoindre. On va rejoindre cette distance au mois d'août, mi-août l'an prochain. Mais ensuite, on continue, après le périhélion, quand la comète est la plus active. On va observer l'évolution de la surface en cartographiant les mêmes régions plusieurs fois au cours de la mission pour observer ce qui a changé. On va survoler les régions actives, donc on va choisir un de ces gros jets de poussière et on va voler au milieu du jet de poussière. Pour nous, la caméra, on va fermer nos portes, mais les instruments qui collectent le gaz et la poussière, eux, ils vont ouvrir les leurs et essayer de collecter un maximum d'informations. Et ensuite, pour les gens qui travaillent sur la partie magnétosphère et interaction entre la coma de la comète et le vent solaire, il y a une excursion qui est prévue au mois de septembre l'an prochain où on va partir jusqu'à plus de 1000 km du noyau pour analyser le champ magnétique et l'interaction avec le vent solaire à différentes échelles. Et ensuite, on se rapproche à nouveau. Et puis, on continue jusqu'à la fin de la mission. On ne sait pas quand la mission va s'arrêter. Enfin, ça va s'arrêter à 4 unités astronomiques dans le meilleur des cas, parce qu'il n'y aura plus assez d'électricité. C'est possible qu'on essaie de se poser avec Rosetta complètement, à ce moment-là. On voudrait faire un peu ce qui a été fait par les Américains avec la mission NIR, qui a visité Eros, l'astéroïde Eros, c'est-à-dire qu'on va descendre le plus près possible de la comète, à 10 km, à 7 km, 5 km, jusqu'à ce qu'on touche la surface. Vu qu'on contrôle pas, on ne peut pas contrôler... c'est pas comme le lander, on n'a rien pour atterrir, donc quand on touche la surface, on est mort. Mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible, c'est un moyen de finir la mission en beauté. Donc je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur la mission Rosetta. Si vous voulez en savoir plus sur tous les instruments et tout ce qui se passe, je suis là cet après-midi et demain. Vous avez un de vos collègues ici, professeur Meyer Heinrich, qui a vient juste de publier un livre sur les comètes et leurs origines. Donc vous pouvez lire son livre. Moi je vais vous laisser avec toute une série d'images de la comète qui vous montre un peu toute cette morphologie fantastique qu'on ne comprend pas très bien. Et j'attends vos questions. Bien, merci Jean-Baptiste. On va prendre des questions. Une chose que je voulais dire, pour les doctorants, vous avez une feuille à signer, comme quoi vous êtes venu là, et je le dis à la fin, comme ça je suis sûr que vous êtes resté jusqu'à la fin. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. Paolo? On sait que tous les instruments de Philae ont opéré, comme tu as dit. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, on est sûr qu'il y a eu des échantillons qui ont été récoltés, ils ont été mis à l'intérieur de chambres d'analyse? Parce que c'était pas sûr. Je crois qu'on n'est pas certain. Je pense que Uwe peut répondre mieux que moi à cette question. Est-ce qu'il y a eu des échantillons qui ont été analysés par Philae? Moi, je pense que oui, mais il faut que je convainque mon PI. La foreuse a fonctionné, a récolté quelque chose, mais on ne sait pas s'il y a des échantillons qui ont été transmis aux instruments. Alors, ce matin, moi, j'ai vu un communiqué venant du CNES sur les chaînes d'information continue disant que le forage n'avait pas fonctionné. Ça, c'était l'opinion de mon PI. C'est possible. Dans l'émission des poussières, pas le gaz. Oui. Est-ce que ces poussières, elles montent et redescendent ou elles s'échappent de la comète? Avec nos images, on n'en est pas certain. Ce qu'on voit, c'est que on ne voit pas dans ces images-là en particulier, mais on a d'autres images dans lesquelles on voit qu'il y a beaucoup de grains qui sont autour de la comète, qui sont plus ou moins en orbite autour d'elle.
Donc ça veut dire qu'il y a une partie des grains, les plus gros, qui ne s'échappent pas complètement et qui soit se mettent en orbite et s'échappent plus tard, ou retombent sur la comète à des endroits différents. On pense qu'il y a des transports de matière d'un côté à l'autre de la comète à cause de ça. Et qu'est-ce qui peut donner la vitesse initiale? Le gaz. Le gaz, c'est le gaz. C'est ça, ouais. C'est juste la sublimation du gaz et le gaz entraîne les poussières. Ça pose des contraintes sur comment ces poussières sont attachées sur la surface. La force de tension doit être quand même assez minime parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a quand même pas beaucoup de pression. Je crois que c'est juste 1 pascal ou quelque chose comme ça. Et donc, si la force de tension est trop élevée, on ne peut pas éjecter ces poussières. Justement, le gaz qui s'échappe, il n'a pas un effet sur la rotation de la comète? Oui, le fait que que l'activité est localisée, ça crée des forces non gravitationnelles, ça perturbe un peu la rotation. C'est quelque chose qu'on essaie de mesurer à l'heure actuelle, ça va prendre un peu de temps. Il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, c'est que on connaît cette comète depuis quand même pas mal de temps, et on a déjà observé pour 2 ou 3 orbites. À partir des observations terrestres, on a défini la rotation de la comète, on a dit que c'était 12,7 heures. C'était une mesure qui était très précise, à partir des courbes de lumière. Mais nous, ce qu'on voit maintenant, c'est 12,4. Donc il y a un changement de 20 minutes. Est-ce que c'est dû à l'activité? C'est possible. Vu que cette activité est très localisée, c'est possible que ça ait changé la rotation. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de calculer. Est-ce que le vecteur de rotation, tu as dit qu'il n'a pas changé pour la courbe de lumière, mais là, est-ce que vous voyez un changement même petit par rapport à... C'est pas clair, c'est pas très clair. Peut-être, mais c'est pas clair à l'heure actuelle. Il faut qu'on attende encore quelques mois pour être sûr. Si on voit un changement maintenant, c'est dans notre barre d'erreur, donc on ne sait pas. Est-ce qu'on voit une différence de composition entre les 2 lobes? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc c'est une composition plutôt homogène. Ça on n'a pas encore la capacité de... Non. Je sais pas s'il y a vraiment... Il n'y a pas de différence de composition. Je pense que c'est plus que... À l'heure actuelle, on n'a pas encore traité toutes les données nécessaires pour répondre à cette question. On voit des différences en termes d'activité. Il y a plus d'activité sur le corps que sur la tête. Et on a l'impression que l'inertie thermique sur la tête est plus élevée que sur le corps. Du moins dans certaines régions, mais on ne sait pas encore. Non, ce n'est pas des critères de composition, c'est seulement la morphologie. On a essayé de tracer des frontières entre différentes unités. Par exemple, on a des régions qui sont clairement couvertes par un matériel qui apparaît assez lisse. Et c'est une sorte de manteau qui couvre jusqu'à une certaine limite. Et ensuite, on voit qu'il y a une transition très forte entre d'un côté la partie lisse et d'un côté une partie beaucoup plus rugueuse. Donc on s'en sert pour tracer une frontière. Quand on aura toutes les images avec une résolution beaucoup plus haute, on va améliorer ça. C'est juste une première détermination des régions. Avec ces images à haute résolution, en particulier quand vous allez vous approcher, est-ce qu'on peut avoir une idée de la composition des matériaux qui sont sur la comète, en particulier s'il y a de la matière carbonée, des acides aminés? Je veux dire, si on n'a pas d'extraction, d'échantillons analysés par le lander, est-ce qu'on aura quand même une idée de savoir ce qu'il peut y avoir dans s'il y a des acides aminés? Oui, tout à fait. Pas avec notre caméra. Nous, on a des filtres, on fait une sorte de spectre dans le domaine visible, infrarouge et UV, mais on a une dizaine de filtres par caméra, donc c'est un spectre qui n'a pas une très grande résolution spectrale. Par contre, il y a Virtis, ce spectromètre infrarouge. Eux, ils ont une très très bonne résolution spectrale, et eux, ils vont nous dire la composition. Ouais. Et à l'heure actuelle, ils disent qu'il y a des matériaux carbonés un peu partout. Pas encore. Le problème avec les mesures tomographiques, c'est que ça nécessite une communication entre les 2 éléments de l'instrument CONCERT, un qui est sur Rosetta et un qui est sur Philae. Et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, parce qu'il faut plusieurs orbites pour mesurer la transmission des ondes radio à travers le noyau dans différentes directions. Et ils n'ont eu qu'une seule orbite pour faire ça. Donc il faut qu'on attende que Philae se réveille. Il faut savoir où est Philae aussi. Ouais, enfin on sait quand même avec une assez bonne précision maintenant pour pouvoir faire ce genre de mesures. Il y avait une question. Pourquoi c'est pas ce type de comète qui apporte d'eau sur Terre? Pourquoi
pourquoi c'est pas Ah. ce type de comète qui peut expliquer l'apport d'eau sur On regarde, pour ça, on regarde la différence entre différents isotopes, différentes versions d'un même atome, en particulier le rapport entre le deutérium et l'hydrogène. Et le rapport qu'on trouve dans l'eau qui est contenue sur cette comète et le rapport qu'on a dans nos océans, c'est pas du tout pareil. Alors je ne connais pas le chiffre, je sais qu'il y a un communiqué de presse aujourd'hui, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que c'est 3, et peut-être même plus que ça. Donc ils regardent ça sur l'oxygène et le deutérium, mais aussi sur l'oxygène 18 et l'oxygène 16 et d'autres isotopes. Comment est-ce qu'on explique que les réserves d'eau, entre guillemets, sont à l'intérieur, elles sont protégées par la suie, enfin par la... L'idée, c'est que pour avoir de la glace en surface, il faut une comète qui est vraiment très très fraîche, qui vient d'être formée. À partir du moment où elle s'approche une fois du Soleil, toute cette glace-là, elle disparaît. Et on n'a plus que de la poussière qui reste, ou des matériaux organiques. Et puis la glace, elle est sous la surface. À quelle profondeur, on ne sait pas. C'est un peu compliqué. Ça dépend du type de glace, ça dépend de la température, la distance à laquelle du Soleil on se rapproche. Est-ce que vous avez déjà un modèle de forme complet? Oui. De tout le fait? Parce que c'est que Presque. Web n'a pas la partie... On a un modèle qui est presque complet. Sur une de ces images, vous pouvez voir le côté sombre de la comète, et on voit la coma derrière. Donc on peut tracer la silhouette. Donc on est en train d'utiliser ça pour finir le modèle de forme, mais on a l'impression que la partie qui manque, c'est quelque chose comme 10% seulement du volume complet. Donc on a un modèle qui est quasiment complet maintenant. Le fait que Philae soit touché le sol et faire rebondir et soit retombé sur ses pieds. Oui. Est-ce que c'est une circonstance qu'on peut considérer chanceuse ou est-ce que c'est normal en microgravité? J'ai jamais joué au golf en microgravité, je n'ai pas d'intuition qui peut se passer. Je ne sais pas si c'est que de la chance ou si c'est aussi dû au fait qu'on a une roue à l'intérieur de Philae qui est censée qui tourne pour maintenir l'orientation. Un gyroscope, ouais. Après, Philae est quand même retombé sur ses pieds, mais un peu comme ça aussi. On n'est pas sûr qu'il soit sur les 3 pieds. On a l'impression qu'il est que sur deux pieds. Sur Terre, ce qui peut se passer quand ça ouais. retombe, que ça retombe, que les 3 pieds soient suffisamment bien poussés quand ça retombe dessus. Ouais, il y a de la chance, il y a aussi le fait qu'on avait ce gyroscope. Il s'est arrêté juste après le premier, la première fois qu'on a touché le sol, mais suffisamment tard pour que Philae ait conservé son orientation. Ensuite, c'est possible qu'en chemin, Philae ait touché le sol à nouveau plusieurs fois, et ça expliquerait pourquoi on est maintenant dans une orientation bizarre. D'après ce que j'ai entendu, on a pu mesurer le coefficient de restitution, c'est-à-dire la différence de vitesse entre l'impact et le rebond, et c'était 0,35. Ouais. Qu'on peut comparer avec la même chose qui s'est produite, parce qu'en fait, Rosetta et Hayabusa, qui est la mission japonaise, ils ont subi un peu la même chose, sauf que pour Hayabusa, c'était le satellite qui n'était pas censé être le lander. Ouais. Et lui aussi, il a rebondi, et il a rebondi, le coefficient de restitution était 0,84. Donc ça confirme le fait que la surface d'une comète est beaucoup plus poreuse, elle absorbe plus d'énergie. Oui et non, parce qu'il y avait aussi tout un système pour amortir le choc. Ah oui, d'accord. Et qui était censé amortir 80% du choc, qui a fonctionné. Si on tient compte de ça. Et si on tient compte de ça, je ne me souviens pas du chiffre pour le coefficient de restitution. On a absorbé une bonne partie de l'énergie du choc, quand même. Mais on sait pourquoi ça ne s'est pas accroché, il fallait répondre, ça n'a pas marché, on a une raison. Non. Il y avait 2 systèmes. Il y avait un propulseur qui était censé plaquer Philae au sol et il n'y avait plus de gaz, ça ne marchait pas. Pour les harpons, on ne sait pas. On sait que le signal a été envoyé, que les harpons auraient dû être lancés, mais ils n'ont pas été lancés. Paolo, tu as une question? L'existence de cette croûte plutôt rigide, de quelque sorte, et le fait qu'il y a des jets collimatés n'indique pas que peut-être il y a des fissures à travers lesquelles se fait une éjection à partir d'une couche plus profonde? On pourrait l'interpréter comme ça, mais on ne voit pas les fissures. D'accord. Là où les jets partent. Voilà, on n'a pas de fissures. Il y a un endroit sur la comète, il y a une sorte de fracture du sol, mais on ne voit pas de jet qui s'échappe de cet endroit en particulier. Oui, toutes ces structures circulaires qui ressemblent à des cratères, chevauchés, un peu dégradés, donc on dit c'est probablement pas des cratères. Et pourquoi? Et d'autre côté, où sont les cratères? Parce que c'est une comète qui a vécu des milliards d'années dans la zone de Kuiper.
imaginons sa surface a été complètement ravagée quand elle a pénétré à l'intérieur du système solaire pour la première fois, mais depuis elle se balade depuis des milliers d'années en traversant la ceinture des astéroïdes, ça aussi il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Maintenant, on a quand même une orbite qui est assez elliptique et qui est assez inclinée par rapport à la ceinture d'astéroïdes. On peut calculer, on peut faire des statistiques et essayer de calculer combien de cratères on devrait voir sur la surface de la comète. En général, pour une comète comme celle-là, une comète de la famille des comètes de Jupiter, on estime qu'environ 4-5% des structures circulaires qu'on voit sont reliées à des impacts. Plus que ça, c'est difficile à expliquer parce que ça ne colle plus avec la quantité d'impacteurs ou de projectiles qu'on aurait qui pourraient impacter la comète. Donc il faut trouver une autre explication. Et l'idée qu'on a à l'heure actuelle, c'est que toutes ces formes circulaires, c'est des sortes d'effondrements de la surface. Vous avez une sublimation des glaces en dessous de la surface qui crée une sorte de cavité et ensuite ça s'effondre. Ça se passe donc d'un calcul qui donne une différence d'un ordre de grandeur voilà. entre le nombre de voilà, cratères attendus et le nombre de c'est ça. C'est ça. Par contre, on pense que certaines de ces dépressions sont des cratères d'impact. Oui. Après, comme ils évoluent beaucoup avec l'activité, c'est difficile de reconnaître qu'est-ce qui est un cratère d'impact et qu'est-ce qui est autre chose. Il y a quand même une très forte érosion de la surface et une modification continue. Donc peut-être les cratères ils sont érodés. Oui. Peux-tu... Ah oui, bien sûr. Peux-tu quantifier ça? C'est oui. 10 cm par orbite Quelques mètres par orbite. Quelques mètres par orbite, mais c'est peut-être très localisé. Donc c'est possible qu'on ait une dizaine de mètres à un endroit. Par exemple, sur Temple 1, je crois qu'ils sont allés jusqu'à 40 mètres dans une région particulière, mais rien à d'autres endroits. Pas d'érosion du tout. C'est vraiment très localisé en fonction de l'activité. Ce qu'on a, c'est surtout des images noir et blanc. Est-ce qu'il y a des images couleurs qui ont été réalisées? Ah ouais, ça c'est une question qu'on a souvent. Donc nous, on prend des images avec différents filtres. Donc bien sûr, si on les met ensemble, on peut obtenir une image en couleur. Le problème, c'est que comment convertir ça pour montrer aux gens une image en vraie couleur, pour montrer à quoi la comète ressemble. Parce que nous, on fait ça juste pour voir des différences de composition entre différentes régions. Il y a une image qui a été publiée sur Internet la semaine dernière, qui a été un peu partout, une image en couleur, qui a été prise à partir d'un des abstracts de la conférence AGU. Ce n'est pas du tout représentatif de la comète. On est assez en colère contre celui qui a mis cette image dans son abstract parce que c'est n'importe quoi. On devrait publier normalement aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine une image en couleur de la comète sur laquelle on a vraiment pris le temps de prendre des filtres qui se rapprochent de ce qu'on pourrait voir avec nos yeux et essayer de montrer une image en vraie couleur. Maintenant, je n'ai pas l'image ici, mais je peux vous dire la comète, elle est très sombre. C'est un gris très très sombre, presque noir, c'est comme du charbon. Si on regarde les spectres, il y a un petit peu plus de signal en rouge et en infrarouge qu'en bleu et en vert. Donc la comète serait légèrement rougeâtre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a des régions qui sont un peu moins rouges. En gros, c'est très très gris. C'est gris très sombre. Oui, j'ai mon fils qui est au CP qui m'avait posé une question, mais si je suis sur la comète et que je saute, je demande jusqu'à combien? Wow, ça c'est une très bonne question. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est. La vitesse d'échappement, c'est entre 50 et 1 mètre, en 50 cm et 1 mètre par seconde, donc c'est. Ouais, en gros, il partira en orbite, quoi. Même il partirait dans... Ouais, il resterait pas attaché sur la comète, il partirait loin. C'est pas une bonne idée. Hein. Ouais. 7. One of the famous images from that was released had the appearance of dunes Yeah. in the neck. Yeah, you might have mentioned it, but I Yeah. missed it. But is that still is that a viable hypothesis that you had wind that Yeah, so saltation? I said this earlier, but I will repeat it in English. Donc c'est l'histoire des dunes. That we call them dunes, yeah, for lack of a better word, because dunes imply aeolian processes, wind, lateral wind on the surface, and that's not something we expect. So the gas is expanding radially, it's going away from the surface, and it's not supposed to go horizontally, unless you have some strange things, because
you have a kind of cavity somewhere that can focus the gas flow, but even on the neck region, it's not enough. So they look like dunes, but they are probably not dunes. But we don't understand yet. Moi j'ai une question sur la matière organique, parce que pour faire le lien avec l'émergence de la vie et voir si ça concerne, est-ce qu'on aura la résolution nécessaire avec les instruments in situ pour caractériser la structure de cette matière? C'est-à-dire on peut l'identifier, mais est-ce qu'on peut en caractériser la structure et faire un lien avec ce qu'on appellerait des éléments prébiotiques? Qu'est-ce que tu veux dire par structure? Par exemple, l'histoire de chiralité. Oui, normalement, oui. Par exemple, l'instrument COSAC, un des chromatographes, ils peuvent mesurer la chiralité des molécules. Savoir si elles sont lévogées ou dextrogées et voir si elles ressemblent aux molécules qu'on a dans les acides aminés terrestres. C'est un des gros projets de COSAC. D'autres questions? Toutes ces analyses de matériaux, elles sont possibles uniquement si on réussit à forer ou est-ce que sur le lander, oui. Sur l'orbiteur, on a des instruments qui collectent le gaz et la poussière et qui les analysent à l'intérieur de Rosetta. Et ceux-là, ils fonctionnent déjà, ils ont collecté énormément de poussière, donc ils peuvent commencer une première analyse. Par contre, pour la partie matériaux organiques, je crois que c'est vraiment le lander et ça dépend de s'ils arrivent à forer ou pas dans quelques mois. Francis Coca nous disait il y a 2 jours qu'en fait la collecte des poussières à l'orbite ne marche pas très bien parce que les poussières sont trop grosses. Non, c'est pas vrai. Non, je crois que Cosima, ils en sont déjà à quelque chose comme 200 ou 2000 grains. C'est énorme, ils ont des grains de toutes les tailles. Avec leur microscope, ils peuvent voir la morphologie des grains. Giada, c'est un instrument italien qui mesure la vitesse des particules. Ils ont aussi collecté énormément de particules. Le seul qui a quelques soucis, c'est Midas, instrument avec le spectre de microscope à force atomique, qui mesure les grains les plus petits. Et celui-là, il a peut-être des problèmes parce que les grains sont trop gros. Mais la semaine prochaine, à l'AGE, il va présenter les images des premiers grains qu'ils ont collectés. Donc pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il y a un effet thermique entre la partie éclairée et les sons? Il y a une sorte de température qu'on peut mesurer ça ou... Oui. Oui. Je n'ai pas les valeurs en tête, c'est Virtis, c'est Miro qui mesure ça. Mais ouais, ils voient des différences de température. Ils voient aussi les différences de température quand la partie, la région happy, la nuque, elle rentre dans l'ombre de la tête. Ça peut avoir des effets mécaniques ou ça peut avoir des effets mécaniques. Le gradient de température, ça peut fragmenter des rochers, par exemple. C'est ce que fait Marco. Si on a des rochers, ça dépend aussi des propriétés mécaniques des objets qu'on a là, sur la surface et on ne connaît pas très bien. Je pense qu'ils ont mesuré autour de 4 degrés par minute la chute de température. Et sur Terre, on a besoin de 2 degrés par minute pour briser les roches. Ouais, ouais, c'est très rapide. Mais c'est froid. Hein. Ouais. Ça c'était en septembre, je pense. C'est 220 Kelvin. Oui. Donc c'est moins 50 degrés Celsius. C'est ça. Quand même, le problème, c'est que toute la région qu'on voit maintenant, au pérhélion, ne sera pas illuminée. Ce sera dans la nuit complète. Ouais. Bien. Pas d'autres... Ah. Allô? Oui. Ah oui. Ici Géosur. Oui, ici Nice. On a une petite question, enfin j'ai une petite question. À propos d'un instrument, donc le sismomètre, on aurait aimé savoir ce qu'il en est, s'il a fonctionné, s'il a donné quelques résultats. Il a fonctionné, oui. Les résultats, je ne les connais pas encore. Je sais qu'ils ont mesuré le son de Philae qui touche le sol. Et ils sont en train d'analyser leurs données, mais j'en sais pas plus que ça. D'accord. Et quel type d'instrument s'agit-il ? Je crois que c'est un piezo, donc il mesure les variations de pression et les vibrations sur la surface. C'est une sonde acoustique. Il y a Rosetta qui est en train d'appeler. Une dernière question, parce que je crois qu'après, il y a le restaurant qui va appeler. Merci beaucoup. De rien. Merci. De rien. Pour faire une analyse de matière, il faut absolument forer. Non.
Quelles sont les données qu'on utilise? Alors, il y a deux possibilités. On peut analyser les données sur le sol en forant, en creusant un trou, en récoltant du matériau qui est transmis à différents instruments sur le lander qui peuvent faire l'analyse in situ. Maintenant, on a une partie du matériel cométaire qui est éjecté par l'activité. Et nous, on ramasse ça avec Rosetta, et on a des instruments sur Rosetta qui mesurent ces grains de poussière ou de matériaux organiques et de gaz, et qui analysent ça à l'intérieur de Rosetta. Donc Philae ne peut pas les analyser. C'est-à-dire Philae a besoin de forêt pour récolter ces Oui. Oui. Quand il est passé dans le soleil, on a un espoir qu'il puisse le faire. Oui. On pense que Philae va se réveiller à partir du mois de mars, commencer à réchauffer les batteries, les recharger, et devrait être opérationnel dans les mois qui suivent. Pour d'autres comètes, pas pour l'instant. Il y a des missions qui sont en cours de discussion. Il y a des proposals pour les différentes agences spatiales. Il n'y a rien de sélectionné pour l'instant. Donc il y a différents projets, mais il n'y a rien de sûr. Le fait qu'on ait des panneaux solaires à la place d'une batterie nucléaire, Ouais. c'est lié à la techno d'il y a 15 ans ou c'est parce qu'il y a un choix vraiment de... C'est un choix politique. C'est un choix politique, ouais. Ils ont un peu peur que la fusée explose au décollage, quoi, et envoie du plutonium partout en Guyane. Non. Et je pense que ça nous limite un peu, parce que d'après ce que j'ai compris, le plutonium dans ces batteries, il est à l'intérieur de... Enfin, je sais pas, il est enrobé dans une sorte d'un autre matériel, je ne sais pas ce que c'est. Et même en cas d'explosion de la fusée au décollage, ça ne devrait quand même pas polluer partout. Voilà, c'est encasé dans une protection qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc en gros, ça va émettre des radiations, mais juste autour des quelques mètres où ces objets sont tombés, c'est tout. Je pense que ça limite quand même beaucoup l'Europe sur ce qu'on peut faire, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de Jupiter avec des panneaux solaires. C'est la limite.